Bonjour et bienvenue à tous sur Clap de Fin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme chaque semaine, pour un débrief de l'épisode 11 de la saison 8 de The Walking Dead. Et oui, après 2 épisodes de très grande qualité, dont vous pourrez retrouver mes critiques et une vidéo théorie pour la suite et les prochaines saisons, on attendait bien sûr le premier faux pas, et oui, inévitablement, cela devait arriver. Et bien sûr, si vous apprécierez la vidéo, n'hésitez pas à m'encourager, à me laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu pour le lancement de la chaîne. Bon allez, c'est parti pour le visionnage. Voilà, on retrouve un épisode sans énorme fausse note, j'ai envie de dire. Un épisode qui sonne creux, un épisode qui sonne vide, qui était un petit peu mou dans sa globalité, hein, et vraiment avec très peu d'éléments à pouvoir mettre en valeur, justement. Bon, Walking Dead nous a toujours habitués aux montagnes russes, j'ai envie de dire, avec un rythme très inégal entre ses propres épisodes, hein. Encore fallait-il s'en étonner. Un épisode de transition, donc, hein, qui cherche vraiment à poser plus ou moins les bases de cette saison 8 partie 2, hein, là où vraiment je pense que les épisodes 9 et 10 étaient vraiment là pour conclure la saison 8 partie 1, l'arc avec la mort de Carl. Et là vraiment on part sur quelque chose de nouveau, les compteurs sont vraiment remis à zéro et on va vraiment démarrer sur une nouvelle intrigue, sur un nouvel arc. Comme nous le pensions, bien évidemment tous les groupes migrent en direction de la colline, le seul refuge encore existant. Voilà, donc on voit une résistance qui prend clairement forme avec l'accueil des réfugiés, avec la maîtrise du rationnement aussi, hein, on a pu le voir avec Maggie et les problèmes que cela pose, mais aussi avec le renforcement de la structure de l'enceinte, hein, de la colline en elle-même, hein. Voilà, tout le monde se tient prêt et sur le pied de guerre pour affronter les prochains rixes et les prochains combats. Mais ces satanés scénaristes n'arrivent toujours pas à trouver et à exploiter Maggie convenablement. Il l'envoie encore sur des scènes où elle échange les mêmes banalités avec soit Grégory, soit les sauveurs justement emprisonnés à la colline. C'est globalement inintéressant. Déjà qu'elle est globalement absente des débats, ces pauvres scènes enfoncent vraiment le clou, je trouve, hein. On a entreaperçu le début des retombées de la mort de Karl, hein, sur les quelques habitants qui sont encore à la colline et qui n'étaient pas au courant, bien sûr. Mais voilà, tout cela s'était fait sur un fond de musique, sans aucune parole échangée. Et je pense que vraiment, ils vont essayer de garder ce petit moment fort pour le prochain épisode, hein, dès lors que Rick et Michonne apparaîtront à l'écran. Et je pense qu'on aura droit à des scènes, oui, plutôt émouvantes, ça c'est sûr. Avant cela, nous suivons le petit périple des fuyards d'Alexandria qui justement cherchent à atteindre la colline tout en restant sous les radars des sauveurs. Ce sera donc Dwight qui éclairera le groupe et qui proposera de traverser des marais pas très accueillants. Et là où on attendait justement une scène épique avec un affrontement vraiment corsé et compliqué, dans des conditions assez hostiles finalement, avec des walkers envasés, avec de l'eau qui pourrait arriver à notre petit groupe en imaginant la taille, et on aurait pu imaginer du coup que l'handicap qu'ont plus ou moins les walkers sur terre ferme aurait peut-être été un petit peu corrigé, et tout le monde aurait été un petit peu au même niveau finalement. Donc j'imaginais vraiment une scène épique, voilà, au moins quelques minutes de tension dans cet épisode, hein, ça aurait été bienvenu finalement, ça aurait été balayé comme ça. C'est dommage, vraiment très dommage. On a pu remarquer que malgré tous les efforts de Dwight, c'est-à-dire son entière collaboration depuis le début, son partage d'informations, sa prise de risque, et même ses excuses, j'ai envie de dire, hein, on voit que le groupe le boude, a beaucoup de mal à l'intégrer, et voire même ne l'intégrera jamais, hein. C'est dur, hein, pour le petit Dwight, hein. Et comme l'a déjà fait Daryl par le passé, on voit une Tara qui, d'entrée, annonce sa couleur, hein, et jette littéralement un walker en direction de Dwight. Voilà. Et oui, et puis clairement, elle annonce totalement ses intentions lorsque, devant Dwight, elle dit à Rosita et Daryl qu'elle veut expressément le tuer là, tout de suite. On retrouve finalement un Dwight pour qui on ressent beaucoup d'empathie. Il est même très touchant, fataliste et même cynique, hein, sur son propre sort.
il sait pertinemment qu'il sera exécuté dans le meilleur des cas à la fin de ce conflit, hein. Ça c'est clair. Et pourtant on le retrouve calme, discret, la tête basse, résigné, hein, un peu comme s'il acceptait malheureusement son sort de vilain petit canard, hein. Il traînait déjà ce boulet avec les sauveurs, il le traîne encore maintenant. Et c'est pas facile pour lui, hein. Je crois que ça fait quand même plusieurs semaines, mois, années que c'est Dwight, quoi. Il galère, il a une vie de merde un petit peu, hein. Donc voilà. Et voilà, puis on le voit, c'est quand même le bon gars. Dès qu'il y a des sauveurs qui approchent justement du marécage et de Tara, il n'hésite pas à se jeter sur eux et à les arrêter. Et à ce moment-là, il ne sait aucunement que justement Laura, la fille qui a compris qu'il était justement la top, voilà, pour lui, il a toutes les raisons de penser que Laura l'a balancé. Donc normalement, il devrait être tué, quoi, à ce moment-là. Et non, finalement, c'est pas le cas. Et voilà, il y va quand même. Et voilà, chapeau, quoi. Donc voilà, au final, n'ayant pas le choix, Dwight se retrouve avec ce petit groupe en direction du sanctuaire, hein, où on le retrouvera là-bas en fin d'épisode. On peut très bien imaginer que Laura soit finalement en vie, qu'elle pourrait réapparaître, ou alors qu'elle a déjà balancé à Negan. Donc ça peut vraiment chauffer pour le petit cul à Dwight. Et c'est dommage parce que moi, personnellement, je l'aime bien. Je le trouve intense, charismatique, et j'ai vraiment très envie de le retrouver. Je pensais qu'il allait rester avec eux, hein. J'ai vraiment envie de le retrouver avec le groupe de Rick, parce que voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une alchimie qui pourrait se passer entre Dwight et Daryl, voilà, et une amitié spéciale, du je t'aime moi non plus, hein. Ça peut être intéressant à mettre en scène, et j'ai vraiment envie qu'ils exploitent ce petit filon, parce que j'ai vraiment l'impression que ce binôme pourrait nous régaler pour les prochains épisodes en tout cas. Et après, ça c'est un petit sentiment que j'ai depuis quelques épisodes. J'ai l'impression que les showrunners insistent vraiment sur le fait de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils amorcent un début d'idylle entre Rosita et Dwight. Il y a beaucoup de petits indices qui... bon, c'est pas très explicite, mais qui pour moi, ils sont là. Faute de contenu alléchant dans cet épisode 11, qui finalement... ne donne pas grand-chose, hein. J'ai vraiment choisi de déporter mon travail et de faire un petit focus sur Eugène. Sur Eugène, ses relations avec Negan et son état psychologique. Parce que je trouve vraiment qu'il a marqué cette saison 8, partie 1, de toute sa classe. Dans cet épisode, Negan confie à Eugène un avant-poste, lui fournit également 2 de ses épouses, et lui demande expressément de mettre à profit ses talents et de créer tout simplement des munitions. Negan a clairement compris l'atout considérable que représente Eugène. On voit bien que Negan l'a bien cerné, et pour en tirer la quintessence justement, voilà, Negan n'hésitera pas à jouer un peu le rôle du bon flic, mauvais flic, hein. Et puis voilà, on voit vraiment un Eugène qui est parfois caressé dans le sens du poil, parfois tyrannisé par Negan tout simplement. Vraiment, dans la même scène, on peut vraiment avoir ces deux ambivalences en même temps. Et voilà, et finalement, Negan joue sur sur cette petite mélodie avec Eugène, et ça marche. Mais bien avant cela, on a pu se rendre compte que le personnage d'Eugène nageait entre deux sphères, avec son passé avec le groupe de Rick et son présent avec les Sauveurs, le Sanctuaire et Negan, chez qui je pense il a détecté en lui un leader providentiel. Je ne pense pas qu'il soit réellement devenu Negan seulement par peur ou par instinct de survie. Et même s'il se force à répéter inlassablement que le groupe de Rick était seulement des compagnons de voyage, on sent bien qu'il est totalement déchiré, tiraillé même, hein. Et voilà, il vit mal la situation. Et voilà, il se noie dans l'alcool, hein. Il le dit bien qu'il en a besoin pour dormir. Donc vraiment, on a vraiment l'impression qu'il n'arrive même plus à vivre avec lui-même, hein. Sa conscience le torture tout simplement, hein. Et puis on l'a bien vu là, il n'hésitera même pas à demander à Negan comment s'en sont sortis le groupe d'Alexandria finalement à leur attaque, hein. On voit vraiment que voilà, ça le touche, ça lui fait grandement quelque chose, c'est clair. Voilà, je pense vraiment pas qu'il faut le voir comme un simple traître, hein. Il a vraiment pris des risques, certes calculés, mais vraiment de très gros risques pour Dwight, pour Sacha, pour le docteur Carson, pour le padre Gabriel. Sans oublier qu'il devient le seul ressort comique de la série.
Bon là, c'est assez subjectif. Bon, je suis pas en train de dire que je rigole devant The Walking Dead, mais voilà, je sais pas. Eugène, il apporte une fraîcheur un petit peu, et voilà, il y a eu des scènes vraiment très cocasse, j'ai envie de dire. La scène du baisement avec Negan, c'était vraiment marrant quand même. Et voilà, on l'a vu dire des phrases telles que voilà, je veux l'élixir qui fait rire, ou à Negan, il lui dit je suis totalement avec vous, nos deux longueurs d'onde ne font qu'une. Voilà, je sais pas, c'était marrant quoi. Mais tout ça encore, mais tu sens que c'est pas forcé. Voilà, c'est totalement en adéquation et en cohérence avec le personnage. C'est comme s'il ne se forçait pas, hein, vraiment. Donc l'écriture est vraiment bonne. Et ça, c'est vraiment satisfaisant, encore une fois. Et là, malheureusement, aux dépens d'Eugène, il nous sort une petite boutade où, lorsqu'il est mis sous pression par Negan par rapport au temps un petit peu trop long de la confection de ses munitions, il lui dit on pourrait très bien construire des catapultes, les remplir de viscères et de membres de Walker, les balancer à l'intérieur de la colline, et ce qui nous ferait prendre un avantage au moins psychologique. Et Negan nous élabore justement un plan qui paraît assez infaillible, où il souhaite ben, imbiber, ingorger, imprégner des armes avec des viscères et du sang de Walker, justement pour les contaminer. Et il ne faut vraiment qu'un pas, donc il le fait avec sa batte, hein, mais il ne faut vraiment qu'un pas pour imaginer que ce soit le cas avec des munitions. Vous imaginez le carnage que ça pourrait être? Au final, l'infection du Padre Gabriel, je crois qu'elle servait justement à introduire cette idée. Donc l'idée de la contamination par le toucher finalement. C'était vraiment une idée qui n'avait encore jamais été exploitée dans la série auparavant. Donc voilà, pour finir, on retrouve Negan qui reprend clairement du poil de la bête. Il nous rappelle à son bon souvenir et il va vraiment être impitoyable. Et on voit qu'il va y prendre beaucoup de plaisir, hein, comme tout sadique qui se respecte. Hein. De leur côté, le groupe Alexandria, la colline et le royaume se retrouvent donc tous réunis, plus personne ne gravite quelque part dans les forêts, dans la campagne. Et donc c'était peut-être le but de l'épisode, hein, que tout le monde soit présent au même endroit, soit tous rassemblés. C'est également le cas pour les sauveurs. Voilà, c'était un petit peu, j'ai envie de dire, c'était un peu l'épisode voilà, où il fallait mettre tous les compteurs à zéro pour être vraiment prêt et à partir pour le nouvel arc et les 5 prochains épisodes qui viendront conclure cette saison 8. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit décryptage en ma compagnie. Quant à moi, je vous retrouve dès mercredi, donc assez rapidement, pour un top 10 des séries qui seront diffusées ce printemps 2018. Un top 10 un peu particulier dans le sens où j'ai vraiment fait des grosses analyses détaillées, mais où bien sûr je ne révèle aucun spoiler sur l'intrigue générale, sur des détails. Donc voilà, donc ça risque d'être assez intéressant. Et moi je vous propose très prochainement, dans les prochains jours, si j'ai le temps ce week-end, sinon ce sera la semaine prochaine, du contenu sur Game of Thrones et qui va arriver en masse sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, pensez au pouce bleu, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir de se sentir encouragé. Et moi, je vous dis à très bientôt. Restez connectés, prenez soin de vous. Salut!